Il y a des soirs qui ressemblent à tous les autres jusqu'au moment où ils basculent. Un dîner ordinaire, une table mise comme toujours, et une phrase prononcée d'une voix qui claque par quelqu'un qui ne mesure pas ce qu'il vient de déclencher. Cette histoire est celle d'Élise. Pas une héroïne de film, pas une femme exceptionnelle au sens où on l'entend d'habitude. Une femme ordinaire qui a appris, au fil des années, à se faire petite dans un espace qu'elle portait en grande partie. Une femme qui avait fini par confondre l'habitude avec l'amour et le silence avec la paix. Ce soir-là, quelque chose a changé. Ce que vous allez entendre dans les 9 chapitres qui suivent, c'est l'histoire de ce changement. Lent, précis et absolument irréversible. Cette histoire est une œuvre de fiction. Les personnages et les situations sont entièrement imaginaires. Les sacs pesaient trop. Pas d'une façon dramatique, juste cette douleur sourde qui s'installe dans les doigts après 3 rues quand on a mal calculé et qu'il est trop tard pour faire autrement. Élise les avait posés 2 fois sur le trottoir, repris son souffle et était montée par l'escalier parce que l'ascenseur était en panne depuis jeudi. Personne n'avait encore appelé le syndic. Personne, c'est-à-dire elle, et ça n'avait pas encore été fait. L'appartement sentait le renfermer. Cette odeur tiède et close des pièces, où personne n'a ouvert une fenêtre de la journée, mélangée à quelque chose d'autre qu'elle reconnaissait sans pouvoir le nommer, quelque chose qui ressemblait à de l'absence malgré la présence. La télévision était allumée dans le salon, les chaussures de Marc étaient au milieu du couloir, elle les avait contournées sans s'arrêter. Les courses posées sur le plan de travail, le manteau accroché, les mains sous l'eau froide. Ces gestes-là, elle les faisait dans l'ordre depuis des années, le même ordre, le même silence. Marc n'avait pas bougé du canapé. On l'entendait à la façon qu'il avait d'occuper l'espace, ce poids immobile et dense, cette présence qui ne venait jamais vers vous mais attendait que vous veniez vers elle. Elle n'avait pas crié pour signaler qu'elle était rentrée. Le bruit des sacs plastiques dans une cuisine, ça s'entend. Elle avait commencé à préparer le dîner. Les poireaux d'abord, achetés parce qu'ils étaient beaux et pas chers, et parce que la vinaigrette tiède avec un œuf dur, c'est une des rares choses qui réconforte vraiment quand on est fatigué. Ensuite, le poulet. 1 cuisse, 2. Elle savait qu'il en voulait 2, et que si elle n'en faisait qu'1, il ne dirait rien. Mais il y aurait dans l'air cette façon à lui de ne rien dire, qui pesait parfois plus que les mots. 2 cuisses donc. Elle en mangerait 1/2. Marc était arrivé à table comme on arrive dans un restaurant où l'on a ses habitudes, sans regarder ce qu'il y avait, sans remarquer que la nappe avait été changée ce matin. Il avait posé son téléphone à côté du verre et l'avait consulté par intermittence tout au long du repas, ce geste du pouce machinal et absent. La conversation avait été ce qu'elle était toujours, c'est-à-dire rien. Un mot ici, un silence là, l'espace entre eux meublé par le bruit de la fourchette sur l'assiette et la voix lointaine de la télévision qu'on avait oublié d'éteindre dans le salon. Le silence de ce dîner-là n'était pas un silence de dispute, ni un silence de fatigue. C'était autre chose, quelque chose de plus profond et de plus ancien, un silence installé et domestiqué qui avait fini par ressembler à une forme de paix parce qu'il durait depuis assez longtemps pour qu'on oublie ce qu'il avait remplacé. Elle avait débarrassé. C'est au moment où Marc reposait son verre, ce geste final qui signifiait que c'était fini, qu'il avait pris la parole. Pas en la regardant. En parlant dans la direction de la table, d'une voix qui claquait légèrement sur les bords, cette voix qu'il réservait aux situations où il se croyait dans son droit le plus évident. Il avait dit que ça suffisait, qu'il en avait assez de la faire vivre, qu'à partir de demain chacun paierait sa part, la nourriture, les charges, tout. Il avait dit ça en finissant d'essuyer la bouche avec la serviette qu'Élise avait lavée, repassée et pliée ce matin-là avant de partir travailler. Elle s'était arrêtée au bord de l'évier. Sans le dire, sans bouger, elle avait pensé qu'il venait de finir un dîner payé avec son argent à elle, que la serviette contre sa bouche avait été repassée par ses mains-ci à 7 heures du matin, que l'appartement sous leurs pieds, elle en couvrait 70% du loyer depuis 3 ans, sans qu'il y ait jamais eu de discussion, sans qu'il y ait jamais eu de merci. Elle s'était retournée. Marc était là, à l'autre bout de la table, avec son air de quelqu'un qui attend une réponse qu'il considère déjà acquise. Élise le regarda, vraiment le regarda, comme on regarde quelque chose qu'on voit pour la dernière fois sans le savoir encore. Elle vit la façon qu'il avait de tenir son verre, l'assurance tranquille dans ses épaules, cette certitude d'occuper le centre de tout sans jamais l'avoir mérité. Quelque chose en elle se posa. Pas de la colère, pas de la tristesse.
Quelque chose de plus froid et de plus solide que ça. Quelque chose qui ressemblait à de la clarté. Un sourire vint. Calme, sans bord, sans excès. Le sourire de quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose qu'on aurait dû comprendre bien avant et qui n'est pas pressé d'en parler. Très bien. Marc hocha la tête avec la satisfaction de quelqu'un qui vient de régler un problème. Il se leva, repoussa sa chaise et retourna au salon comme si rien ne s'était passé. Parce que pour lui, rien ne s'était passé. La télévision reprit ses droits. Élise finit de débarrasser, essuya le plan de travail, éteignit la lumière de la cuisine. Et dans le noir du couloir, avant de rejoindre la chambre, elle resta une seconde immobile. Pas à cause du doute, pas à cause de la peur, à cause de ce sourire qu'elle sentait encore sur son visage et qu'elle ne s'expliquait pas encore tout à fait. Mais qui était là, ferme, comme une décision prise sans avoir encore été formulée. Elle n'avait pas dormi. Pas à cause de l'insomnie, pas à cause des pensées qui tournent et qu'on n'arrive pas à arrêter. C'était une clarté presque physique qui l'avait maintenue assise au bord du lit pendant 20 minutes à écouter la respiration de Marc de l'autre côté du matelas, régulière et profonde, la respiration de quelqu'un qui n'a aucun doute sur rien. Élise s'était levée sans bruit. Vieille habitude. Elle savait poser les pieds sans faire craquer le parquet, savait refermer la porte de la chambre avec une lenteur qui neutralisait le claquement. Des années à apprendre à se déplacer dans sa propre maison comme si elle y était de passage. La cuisine était froide. Pas le plafonnier, juste la petite lampe au-dessus de l'évier, celle qui donnait une lumière jaune et étroite. Du tiroir du buffet, elle avait sorti un carnet à spirale et un stylo. Elle s'était assise, pas par vengeance. Elle se l'était dit clairement, comme on pose une règle avant de commencer quelque chose d'important. Juste pour voir, juste pour que les choses soient là devant elle, avec leur poids réel, et non plus ce poids flottant qu'elles avaient dans les conversations qu'on n'a jamais. Le loyer d'abord. Sa part, celle de Marc. 70 contre 30 depuis que Marc avait perdu un client important 2 ans plus tôt et que la répartition avait été ajustée provisoirement en attendant que les choses se stabilisent. Les choses s'étaient stabilisées depuis longtemps. La répartition, non. Elle avait regardé les 2 chiffres côte à côte et quelque chose dans sa poitrine s'était serré. Pas de la colère. Quelque chose de plus froid qui ressemblait à de la lucidité. Les assurances ensuite. La mutuelle souscrite pour eux deux parce que Marc ne s'en était jamais occupé. Les courses estimées avec prudence parce qu'elle n'avait pas besoin d'exagérer. Les médicaments de Marc, cet anti-hypertenseur qu'il trouvait naturel de voir apparaître dans le placard sans jamais s'interroger sur qui allait à la pharmacie, qui vérifiait que l'ordonnance était renouvelée à temps. Les souvenirs remontaient avec les chiffres. Pas des souvenirs douloureux, juste des scènes ordinaires, des petits moments où quelque chose avait glissé sans qu'elle le remarque. La première fois qu'elle avait payé l'électricité parce qu'il avait oublié et que la date limite était dépassée. Le week-end où elle avait réglé la note de l'hôtel parce que la carte de Marc était bloquée et qu'on verrait ça à la maison. On n'avait jamais vu ça à la maison. C'est comme ça que les choses s'installent. Pas par décision. Par glissement, par habitude, par la loi du moindre effort appliqué toujours dans le même sens. À un moment, elle avait posé le stylo. Regardé le plafond. Dans la chambre, la respiration de Marc continuait, régulière, sans interruption, le souffle de quelqu'un qui dort sans rien devoir à personne. Elle avait pensé à tous ces matins où elle s'était levée avant lui, à tous ces soirs où elle avait attendu qu'il rentre pour servir. Pas par obligation, par habitude. Et l'habitude, elle le comprenait maintenant, peut ressembler tellement à l'amour qu'on ne voit plus la différence. Elle avait repris le stylo. Et puis elle était arrivée à la voiture. La Citroën grise garée au sous-sol, immatriculée à son nom depuis le premier jour, parce que c'était elle qui avait fait les démarches. Assurée par elle. Le crédit remboursé chaque mois depuis 4 ans, le dernier versement prévu pour le mois prochain. La voiture que Marc prenait tous les matins pour aller travailler, sans jamais mettre un euro d'essence de sa poche, sans penser au contrôle technique, aux pneus changés en novembre sous la pluie. Elle avait posé le stylo, relu depuis le début, lentement, en suivant chaque ligne du doigt. Le total était là. Pas une impression, pas ce sentiment vague qu'on appelle injustice, sans jamais oser le peser vraiment. Un chiffre. Réel. Mensuel. Et quand on le multipliait par 12, par les années, il prenait une dimension qui ne rentrait plus dans le silence habituel du dîner. Elle n'était pas à ses crochets. Elle était le crochet.
Le carnet refermé, les deux mains posées à plat sur la table, Élise resta ainsi un long moment dans la lumière jaune et étroite. Puis ses yeux allèrent vers la fenêtre, vers le panneau de l'entrée du parking souterrain qu'on apercevait depuis la cuisine si on savait où regarder. Elle pensa à la voiture. Et quelque chose en elle, quelque chose de calme et de précis comme un mécanisme d'horlogerie, commença à tourner. Le réveil n'avait pas sonné. Élise était déjà debout. Elle avait préparé son café dans le noir presque complet, sans allumer la cuisine, debout avec les deux mains autour de la tasse et les yeux sur la fenêtre. La rue en bas était encore vide, ce gris particulier du petit matin qui n'est ni la nuit ni le jour, cet entre-deux où la ville retient son souffle avant de recommencer. Dans la chambre, Marc dormait encore. Elle l'entendait. Elle ne faisait plus attention à ce bruit depuis longtemps, mais ce matin-là, elle l'avait entendu différemment, comme on entend pour la dernière fois quelque chose qu'on a fini de porter. À 6h20, elle avait pris sa veste, son sac, ses clés. Les clés de la Citroën grise garée au sous-sol, immatriculée à son nom, assurée par elle, remboursée par elle, et qui serait entièrement la sienne dès la fin du mois. Elle était descendue par l'escalier, avait traversé le parking silencieux sous les néons qui clignotaient depuis des semaines, ouvert la portière et s'était installée. L'odeur familière de l'habitacle. Le siège réglé à sa hauteur à elle, pas à celle de Marc. Elle avait démarré et était sortie dans la rue. Le chauffage montait doucement. Elle avait mis ses écouteurs et cherché une chanson qu'elle aimait avant Marc, une chanson qu'elle avait arrêté d'écouter sans comprendre pourquoi, ni à quel moment exactement. Elle l'avait trouvée. Écoutée depuis le début, les yeux sur la ville qui s'éveillait, les feux qui passaient du rouge au vert, les premiers livreurs sur les trottoirs, une femme qui promenait un chien beige dans le froid du matin. Des choses simples, des choses ordinaires, que ce matin-là elle regardait avec une attention qu'elle n'avait plus eue depuis longtemps. C'est quelque part entre le deuxième feu et le pont que le téléphone avait commencé à vibrer sur le siège passager. Le prénom de Marc s'affichait, les lettres blanches sur fond sombre. Elle avait laissé sonner. Le téléphone s'était tu puis avait recommencé presque immédiatement, et sans avoir besoin d'y être, elle avait imaginé la scène. Marc descendu au garage à l'heure habituelle, le pas assuré de quelqu'un qui a toujours une voiture qui l'attend. La place vide. Le silence qui ne devrait pas être là. Le premier regard autour, comme si la voiture avait pu se déplacer toute seule. Puis les appels, de plus en plus rapprochés, la voix qui monte d'un cran à chaque tentative. Le téléphone vibrait encore. Elle l'avait éteint. La chanson continuait. Elle avait monté le volume d'un cran. Plus tard, elle apprendrait par Madame Ferraro, la voisine du troisième, que les cris de Marc avaient réveillé l'immeuble entier. Que le vieux couple du quatrième était sorti sur le palier en pyjama en croyant à un accident. Que la gardienne avait failli appeler le SAMU tant la voix portait dans la cage d'escalier. Marc avait dit que sa voiture avait été volée. La gardienne lui avait demandé si c'était bien sa voiture. Il avait dit oui, bien sûr. Elle lui avait demandé son nom sur la carte grise. Il n'avait pas répondu. La voiture n'avait pas été volée. Elle n'avait pas été cachée, ni déplacée, ni sabotée. Elle avait simplement été conduite par sa propriétaire, qui en avait le droit le plus strict et le plus banal du monde. Ce détail-là, Marc ne semblait pas l'avoir anticipé. C'est souvent ainsi avec les choses qu'on utilise sans jamais se demander à qui elles appartiennent vraiment. Élise avait garé la voiture devant le cabinet à 8h moins 5. Coupé le moteur, retiré ses écouteurs, regardé un instant le pare-brise et le ciel pâle derrière. La chanson s'était arrêtée au milieu d'un vers, et le silence qui avait suivi avait une qualité particulière. Le silence de quelqu'un qui vient de traverser quelque chose sans encore pouvoir le nommer. Dans le hall du cabinet, sa collègue Nadia l'avait croisée et lui avait demandé si tout allait bien, avec cette façon qu'ont certaines personnes de poser la question en regardant vraiment. Élise avait souri. Elle avait dit que oui, que tout allait bien. Et c'était vrai d'une certaine façon. C'était simplement le premier matin d'une vie qui lui appartenait. Nadia n'avait pas insisté ce matin-là. Elle avait accepté le sourire d'Élise avec la discrétion de quelqu'un qui sait reconnaître les choses qu'on n'est pas encore prête à dire, et était retournée à son écran sans poser d'autres questions. C'était une des qualités de Nadia, cette façon de laisser de l'espace sans pour autant disparaître. Élise s'était installée à son bureau et avait travaillé. Vraiment travaillé, avec cette concentration précise qu'elle avait toujours eue pour les chiffres, cette capacité à entrer dans un bilan comme on entre dans une pièce familière, et à y trouver immédiatement ce qui ne va pas.
Comptable dans ce cabinet d'architecture depuis 8 ans, responsable de 3 collaborateurs depuis 4, reconnue par ses collègues avec cette estime tranquille qu'on accorde aux gens compétents qui ne font pas de bruit. Au bureau, elle existait pleinement. Ce détail-là, elle l'avait un peu oublié ces dernières années. À l'heure du déjeuner, seule à la table du fond du café en bas, elle avait commandé une salade et regardé par la vitre sans vraiment voir la rue. Elle pensait à avant. Pas avec nostalgie, pas avec cette douleur molle qu'on appelle le regret. Avec curiosité plutôt, comme on relit une lettre ancienne pour comprendre qui on était quand on l'a écrite. Avant Marc, Élise avait son propre appartement. Pas grand, mais à elle, avec ses livres dans l'ordre qu'elle voulait, et la lumière qu'elle choisissait, et personne pour occuper le canapé avec ce poids particulier qui rétrécit l'air. Elle avait ses amies du jeudi soir, Sophie et Laurence, avec qui elle mangeait taille et parlait de tout et de rien jusqu'à tard. Elle avait un humour sec que ses collègues adoraient et qu'elle avait fini par ranger quelque part sans s'en apercevoir, comme on range un manteau de saison qu'on finit par oublier dans un placard. Marc était arrivé lors d'un dîner chez des amis communs, un vendredi de novembre. Il avait une façon de rire qui prenait de la place, une répartie rapide, une façon de regarder les gens en face qui donnait l'impression d'être vraiment vue. Elle avait pris ça pour de la présence. Elle comprenait maintenant que la présence et l'occupation sont 2 choses différentes et qu'on peut confondre les deux pendant des années, si on n'y fait pas attention. Les premières concessions avaient toutes semblé raisonnables. Changer d'appartement pour un plus grand ensemble, parce que le sien était trop petit pour 2. Réduire les jeudis avec Sophie et Laurence, parce que Marc n'aimait pas les soirées sans lui. Mettre la voiture à disposition, parce qu'il en avait besoin pour ses rendez-vous clients et que les transports lui faisaient perdre du temps. Chaque concession prise séparément avait une logique. C'est ensemble, dans l'ordre, sur la durée, qu'elle formait quelque chose d'autre. Un rétrécissement si lent qu'elle ne l'avait pas senti venir. Elle avait bu une gorgée de café et regardé ses mains sur la table. Ses mains qui géraient les finances d'un cabinet, qui équilibraient des budgets complexes, qui trouvèrent les erreurs là où personne d'autre ne les voyait. Ses mains qui repassèrent les serviettes à 7 heures du matin. La contradiction était là, posée devant elle, nette comme un chiffre dans une colonne. En rentrant au bureau, elle avait croisé Thomas, le directeur associé, qui lui avait rappelé que sa candidature pour le poste de directrice financière était toujours ouverte, qu'il attendait sa réponse depuis 2 mois, qu'il espérait qu'elle n'avait pas renoncé. Elle avait dit qu'elle n'avait pas renoncé. Il avait hoché la tête avec un sourire et était reparti vers son bureau. Elle était restée un instant dans le couloir. 2 mois plus tôt, elle avait mis ce dossier de côté parce que Marc avait dit que les horaires seraient contraignants, que ça changerait l'organisation de leur vie, qu'il fallait réfléchir. Elle avait réfléchi. Elle avait attendu. Elle attendait encore, sans savoir exactement quoi ni pourquoi, portant cette attente comme on porte quelque chose qu'on a oublié de poser. De retour à son bureau, Élise avait ouvert le dossier de candidature sur son ordinateur. Elle l'avait relu depuis le début, lentement, avec le même soin qu'elle apportait au bilan. Puis elle avait posé les 2 mains sur le clavier, et elle avait commencé à écrire. Marc était rentré à 19h30. Élise l'avait entendu depuis la cuisine, ce bruit particulier de quelqu'un qui cherche à faire du bruit, la porte poussée plus fort que nécessaire, les clés jetées sur le meuble de l'entrée plutôt que posées. Elle n'avait pas bougé. Elle finissait de préparer le dîner, les mêmes gestes que la veille, la même cuisine, mais quelque chose dans l'air était différent, et ils le savaient tous les 2. Il était apparu dans l'encadrement de la porte, le visage fermé, les mâchoires serrées. Il avait les transports en commun écrits partout sur lui, le col légèrement froissé, cette fatigue agacée qui n'était pas celle du travail, mais celle de l'humiliation ordinaire d'un homme qui a dû attendre un bus pour la première fois depuis 4 ans. Il avait dit qu'il voulait une explication. Élise avait posé la spatule. Elle s'était retournée et l'avait regardé avec le même calme du soir précédent. Ce calme qui n'était pas de l'indifférence, mais quelque chose de plus solide, une certitude tranquille qui ne cherche pas à convaincre parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle avait dit qu'elle allait lui donner mieux qu'une explication. Elle avait quitté la cuisine, était allée dans la chambre, avait ouvert le tiroir de la table de nuit et en avait sorti une feuille pliée en 2. Le carnet de la nuit précédente, mis au propre ce matin au bureau pendant la pause déjeuner. Les chiffres nets, les catégories claires, les montants mensuels et annuels. Pas de commentaires, pas d'accusations. Juste les faits dans l'ordre, avec la précision de quelqu'un qui connaît son métier.
Elle avait posé la feuille sur la table de la cuisine. Marc l'avait regardée sans la toucher pendant quelques secondes, comme si le papier pouvait être un piège. Puis il l'avait pris et avait commencé à lire. Élise l'observait. Elle voyait le moment précis où les chiffres entraient, où le regard ralentissait sur certaines lignes, où quelque chose dans son expression cherchait instinctivement l'erreur, la faille, l'exagération qu'il pourrait retourner contre elle. Il n'en trouvait pas. Elle avait attendu qu'il lève les yeux, et elle avait dit, d'une voix posée, que oui, à partir de maintenant, chacun paierait sa part. Que le loyer serait divisé selon les revenus réels de chacun, que les courses seraient partagées équitablement semaine par semaine, que la voiture était à son nom, assurée par elle, et que si Marc souhaitait continuer à l'utiliser, il pouvait parler d'une location mensuelle au tarif du marché. Elle avait dit tout ça sans élever la voix, sans trembler, sans chercher à blesser. Elle énonçait des faits. Elle proposait une organisation. C'était exactement ce qu'il avait demandé la veille. Marc avait reposé la feuille. Il avait dit que c'était ridicule, que vivre ensemble ça ne se comptabilisait pas comme ça, que l'amour c'était pas un bilan comptable. Il avait dit ça avec une conviction qui sonnait creux, la conviction de quelqu'un qui cherche un argument et qui prend le premier qui passe. Élise avait laissé les mots se poser dans l'air sans les ramasser. Puis elle avait dit doucement que c'était lui qui avait prononcé le mot part la veille au soir. Que c'était lui qui avait demandé que chacun paie la sienne, qu'elle avait simplement pris sa demande au sérieux. Le silence qui avait suivi était d'une texture différente de tous les silences précédents. Pas le silence installé du dîner ordinaire. Un silence vif, tendu, qui avait du bord. Marc avait essayé encore une fois, la voix plus basse, presque conciliante. Il avait dit qu'elle prenait tout à l'envers, qu'il était fatigué, que la journée avait été difficile. Élise avait hoché la tête. Elle avait dit qu'elle était disponible pour en parler quand il voulait, que la feuille resterait sur la table, qu'il pouvait la relire à tête reposée. Elle avait remis la spatule en main et s'était retournée vers les fourneaux. Marc était resté encore 1 minute dans la cuisine, debout derrière elle, et elle avait senti ce moment suspendu, ce silence de quelqu'un qui cherche le dernier mot et qui comprend qu'il ne l'aura pas ce soir. Puis le bruit de ses pas dans le couloir. La porte de la chambre fermée, pas claquée, ce qui était presque pire, le signe qu'il réfléchissait. Élise avait servi le dîner. Mangé seule, lentement, sans téléphone, sans télévision. Le silence de la cuisine était propre, habitable à elle. Elle avait regardé la feuille posée au milieu de la table et elle avait pensé que c'était la première fois depuis longtemps qu'un repas lui semblait vraiment bon. Marc était parti tôt le lendemain matin, sans un mot, avec le seul sac qu'il avait pu remplir à la hâte. Élise l'avait entendu depuis la cuisine, le bruit des tiroirs ouverts et fermés, le silence tendu d'un homme qui cherche ses affaires dans une maison qui ne lui ressemble plus tout à fait. Puis la porte, le verrou, et après, rien. Elle était restée assise avec son café un long moment sans bouger. Ce n'était pas le vide qu'elle avait imaginé. Elle avait attendu quelque chose de douloureux, une espèce d'effondrement, les larmes qui arrivent quand on n'a plus la force de les retenir. Mais ce qui était venu à la place, c'était quelque chose d'inattendu et de difficile à nommer, quelque chose qui ressemblait à du soulagement mélangé à de la stupeur, comme quand on pose enfin un poids qu'on portait depuis si longtemps qu'on avait oublié qu'on le portait. Elle avait commencé à ranger. Pas par nervosité, pas pour s'occuper les mains. Elle rangeait parce que l'appartement avait besoin d'être réorganisé, parce que certaines choses n'étaient mises plus à leur place maintenant qu'il n'était plus là, et parce que cette activité-là, concrète et silencieuse, lui convenait pour l'instant mieux que n'importe quelle pensée. Elle avait ouvert les fenêtres en grand malgré le froid. L'air frais était entré d'un coup, chassant cette odeur tiède et close qu'elle connaissait trop bien. C'est en ouvrant le tiroir de la cuisine pour ranger les couverts qu'elle avait trouvé la photo. Glissée sous des notices d'appareils électroménagers et des factures anciennes, une photo d'elle à 38 ans prise chez Marion pour son anniversaire, avant Marc. Elle la regardait depuis l'autre côté du temps avec un verre de vin à la main et ce sourire particulier qu'on a quand on est vraiment là, vraiment présent dans ce qu'on vit. Elle ne reconnut pas tout de suite cette femme-là. Puis, si. Les larmes vinrent à ce moment précis. Pas des sanglots, rien de spectaculaire. Quelque chose de plus discret et de plus profond, comme une nappe d'eau souterraine qui remonte enfin à la surface après avoir cherché longtemps son chemin. Elle avait pleuré debout dans sa cuisine, la photo dans la main, sans chercher à s'arrêter et sans chercher à continuer.
Elle laissait juste passer. En fin de soirée, le téléphone avait sonné. Marion. Elles ne s'étaient pas parlé depuis 3 semaines, depuis ce dîner tendu où Marc avait trouvé le moyen de rendre l'atmosphère irrespirable, sans jamais hausser la voix. Avec cette habileté particulière qu'il avait de rétrécir les espaces autour d'elle, sans qu'on puisse jamais lui en faire le reproche. Élise avait décroché. La conversation avait duré jusqu'à minuit passé. Pas une conversation de crise, pas de larmes de l'autre côté, ni de mots de consolation appuyés. Marion l'avait écoutée d'abord, longtemps, avec cette patience qu'elle avait toujours eue et qu'Élise avait cessé de solliciter sans s'en rendre compte. Et puis elles avaient parlé d'autre chose aussi, de choses légères, de la fille de Marion qui apprenait à faire du vélo, d'un restaurant qu'elle voulait essayer depuis des mois. Des choses ordinaires, des choses à elle. Quand elle avait raccroché l'appartement, avait une texture différente. Il était encore le même, les mêmes murs, la même lumière, le même canapé où Marc avait passé des centaines de soirées sans la regarder. Mais quelque chose avait changé dans la façon dont l'espace lui appartenait. Ce n'était plus un appartement partagé dont elle couvrait 70%, c'était chez elle. Elle avait éteint les lumières une par une, traversé le couloir, et au moment d'entrer dans la chambre, elle s'était arrêtée 1 seconde sur le seuil. La chambre était grande ce soir-là, d'une façon qu'elle n'avait pas remarquée depuis longtemps. Le lit était grand aussi. Elle n'avait pas peur de ce vide-là. Elle avait juste besoin d'apprendre à y dormir. Elle s'était allongée, avait regardé le plafond dans le noir, et pour la première fois depuis des semaines, elle avait senti son propre poids sur le matelas, son propre souffle dans la pièce, sa propre présence dans cet espace qui était enfin, complètement, à elle. Elle avait dormi. La semaine qui avait suivi était passée dans une sorte de calme étrange. Pas le calme du vide, mais celui de quelqu'un qui reprend pied après avoir flotté longtemps. Élise allait travailler, rentrait, cuisinait pour elle seule avec cette liberté nouvelle de faire ce qui lui plaisait sans calculer les goûts de l'autre. Elle avait remangé des poireaux vinaigrettes un soir de semaine, debout devant la fenêtre, et avait trouvé ça parfaitement suffisant. Marc avait appelé 2 fois. Elle n'avait pas décroché. Le 3e jour, il avait envoyé un message, quelques lignes qui empruntaient le ton de la raison et de la maturité, ce registre qu'il sortait quand les autres avaient échoué. Il disait qu'il pouvait parler calmement, qu'il avait réfléchi, que certaines choses méritaient d'être reconsidérées. Élise avait lu le message une fois, avait posé le téléphone sur la table et était allée faire la vaisselle. Elle n'avait pas répondu ce soir-là, ni le lendemain. C'est un jeudi matin qu'elle avait reçu l'appel de Camille. Sa nièce avait 28 ans, la voix de quelqu'un qui a pleuré avant de composer le numéro, et une façon de commencer les phrases sans savoir comment les finir. Elle avait un problème avec son copain. Non, pas vraiment un problème. Enfin si, elle ne savait pas comment expliquer. Est-ce qu'Élise avait une minute? Élise avait une minute. Elle s'était assise. Ce que Camille racontait, elle le connaissait mot pour mot sans l'avoir jamais entendu formuler ainsi. Les petites concessions qui avaient semblé raisonnables, les sorties auxquelles elle avait renoncé parce que ça l'arrangeait de ne pas faire de vagues. L'argent dont elle ne parlait plus parce que chaque conversation à ce sujet finissait d'une façon qui lui donnait tort, sans qu'elle comprenne comment. Cette façon de se retrouver toujours à s'excuser, sans savoir exactement de quoi. Élise avait écouté longtemps sans interrompre. Et en écoutant, elle s'était entendue elle-même, sa propre voix d'il y a 10 ans, les mêmes formulations, les mêmes silences aux mêmes endroits. C'était vertigineux d'une façon tranquille, comme reconnaître un chemin qu'on a parcouru dans l'autre sens. Elle n'avait pas donné de leçon. Elle n'avait pas dit « fais ceci, quitte-le, tu mérites mieux », toutes ces phrases vraies et inutiles qu'on dit aux gens qui ne sont pas encore prêts à les entendre. Elle avait raconté. Elle avait dit ce qui s'était passé chez elle, pas comme un exemple à suivre, mais comme une expérience parmi d'autres, avec ses hésitations et ses maladresses, et les nuits où elle n'avait pas été aussi sûre qu'elle en avait l'air. Camille avait écouté en silence. À un moment, elle avait dit simplement « je comprends », et dans ces 2 mots-là, il y avait quelque chose qui ressemblait à un début. Elles avaient raccroché 1 heure plus tard. Élise était restée un moment à regarder son téléphone posé sur la table. Elle pensait à ce que cette conversation lui avait donné sans qu'elle l'ait cherché, cette façon d'entendre sa propre histoire depuis l'extérieur et d'y voir enfin les contours nets, sans la brume du quotidien qui déforme tout. Elle avait traversé quelque chose de réel, pas de façon spectaculaire, pas de façon dont on fait des films.
De façon ordinaire et profonde, la seule façon dont les choses vraiment importantes arrivent. Ce soir-là, en descendant chercher son courrier, elle avait croisé Julien dans le hall. Il habitait au 5e depuis 8 mois, elle le croisait parfois dans l'ascenseur ou devant les boîtes aux lettres. Ils échangeaient quelques mots sur la pluie ou l'ascenseur encore en panne, rien de plus. Ce soir, il tenait 2 sacs de courses et cherchait ses clés avec cette maladresse des gens qui ont les mains trop pleines. Elle avait tenu la porte. Il avait dit merci avec un sourire qui n'avait rien de particulier, et tout à la fois le sourire de quelqu'un qui est simplement là, simplement présent, sans rien demander à l'échange. Elle était remontée chez elle, avait posé son courrier sur la table. Il y avait dedans la confirmation de son rendez-vous avec l'avocat le lundi suivant. Elle avait lu la lettre, l'avait posée à côté du courrier ordinaire, et était allée préparer le dîner. Pas avec anxiété, pas avec cette pesanteur qu'elle avait imaginé que les démarches légales auraient. Avec la même tranquillité qu'on met à régler une facture en retard. C'était quelque chose à faire. Elle allait le faire. La nuit était tombée sur l'appartement, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas allumé la télévision pour remplir le silence. Le silence lui suffisait. Il lui appartenait. Le mois qui avait suivi ne ressemblait pas à ce qu'elle avait imaginé. Elle avait imaginé quelque chose de plus dramatique, peut-être, ou de plus propre. Une rupture nette avec un avant et un après clairement délimités. Mais la vie ne se découpe pas comme ça. Elle avance par petits morceaux inégaux, certains jours plus légers que d'autres, certains soirs où la solitude a un goût amer qu'on ne peut pas toujours rationaliser et qu'il faut juste traverser sans chercher à lui donner un nom. L'avocat s'appelait Maître Brunet. Une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes à monture fine et une façon de parler des procédures sans les rendre intimidantes, comme si démêler une vie à deux était une chose ordinaire qu'elle avait faite 1000 fois et qu'elle referait 1000 fois encore avec le même soin. Élise était sortie du cabinet avec une liste de documents à rassembler et quelque chose qu'elle n'attendait pas, un sentiment de compétence, l'impression d'avoir repris la main sur quelque chose qui lui avait échappé sans qu'elle s'en aperçoive. Elle avait rassemblé les documents en 3 jours. La vie quotidienne s'était réorganisée d'elle-même, progressivement, avec la logique tranquille des choses qui trouvent leur place quand on cesse de les forcer. Elle avait remboursé le dernier crédit de la voiture un vendredi matin depuis son téléphone, assise dans le bus, et avait regardé la confirmation s'afficher sur l'écran avec une satisfaction simple et réelle, la satisfaction de quelqu'un qui finit ce qu'il a commencé. Elle avait ouvert un compte épargne à son seul nom le lundi suivant. Petit geste, grand symbole. Nadia l'avait emmenée dîner un jeudi soir, comme dans l'ancien temps, comme avant Marc et les jeudis sacrifiés. Elles avaient à manger taille dans un restaurant du quartier et parlé pendant 3 heures, de tout et de rien, du travail, d'un voyage que Nadia voulait faire en Grèce, d'un livre qu'Élise avait commencé et abandonné il y a 2 ans et qu'elle avait retrouvé sur sa table de nuit l'autre soir. Des choses légères, des choses qui n'avaient pas besoin d'être importantes pour compter. Il y avait eu des soirs difficiles malgré tout. Des soirs où elle rentrait et que l'appartement était silencieux d'une façon qui pesait, pas le silence habitable des premières semaines, mais quelque chose de plus creux. Le silence de quelqu'un qui n'a pas eu de conversation depuis le matin et qui commence à en sentir le manque. Des soirs où elle s'asseyait sur le canapé et restait là sans allumer la télévision ni prendre un livre, juste là, à laisser passer le temps avec cette patience qu'on apprend à avoir envers soi-même quand on n'a plus d'autre choix. Elle n'en parlait pas comme d'une faiblesse. Elle en parlait à Marion parfois, avec cette franchise nouvelle qu'elle avait redécouverte depuis qu'elle avait cessé de surveiller ce qu'elle disait. Marion écoutait. Elle ne cherchait pas à résoudre. C'était exactement ce qu'il fallait. Thomas avait confirmé sa nomination au poste de directrice financière un mardi après-midi, avec cette sobriété professionnelle qui cache mal une vraie satisfaction. Élise avait remercié, était retournée à son bureau et avait regardé par la fenêtre un long moment avant de reprendre son travail. Elle pensait à cette candidature posée dans un tiroir pendant 2 mois parce que Marc trouvait les horaires contraignants. Elle pensait à tout ce qu'elle avait mis dans ce tiroir au fil des années, sans se demander si elle voulait vraiment le garder là. Julien avait proposé un café un samedi matin, par message, en quelques mots simples sans arrière-pensée apparente. Elle avait accepté sans réfléchir longuement, ce qui en soi était déjà quelque chose. Ils avaient bu leur café dans un endroit près de l'immeuble, parlé pendant 1 heure de choses ordinaires, de la ville, d'un marché qu'il aimait bien le dimanche, d'un film qu'elle avait vu seule la semaine précédente.
Il n'y avait rien de pesant dans cette conversation. Rien qui demandait quelque chose. C'était suffisant. C'était même bien. En rentrant, elle avait monté l'escalier à pied malgré l'ascenseur réparé depuis la semaine précédente, par habitude devenue rituelle, et au 3e palier, elle s'était arrêtée 1 seconde à la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure. Les arbres avaient des bourgeons, petits et têtus, cette façon qu'a le printemps d'arriver sans demander la permission. Elle avait continué à monter. Quelques mois plus tard, un matin d'avril, Élise gara sa voiture devant le cabinet. Sa voiture. Le mot avait changé de texture depuis quelque temps, depuis le matin où elle était descendue au garage dans le noir et avait démarré sans hésiter. Ce n'était plus un détail administratif, un nom sur une carte grise. C'était quelque chose de plus concret que ça, quelque chose qui avait à voir avec la façon dont on occupe l'espace qu'on mérite d'occuper. Elle coupa le moteur. Resta 1 minute dans le silence de l'habitacle, les mains sur les genoux, les yeux sur le pare-brise et le ciel d'avril derrière, ce bleu pâle et propre des matins qui n'ont pas encore décidé de ce qu'ils allaient être. Elle avait appris à s'accorder ces secondes-là, à ne pas toujours courir vers la prochaine chose, comme si s'arrêter était une forme de faiblesse. Ce n'en était pas une. C'était peut-être même le contraire. Ce matin-là, elle prenait son poste de directrice financière pour la première fois. Elle n'y pensait pas avec la solennité qu'elle avait imaginée. Elle y pensait avec quelque chose de plus simple, une satisfaction tranquille et réelle, le sentiment de quelqu'un qui arrive là où elle aurait dû être depuis longtemps et qui n'a pas besoin d'en faire un événement pour en mesurer le prix. Ce poste, elle l'avait mis dans un tiroir pendant 2 mois, parce qu'un homme avait dit que les horaires seraient contraignants. Ce tiroir-là, elle ne l'avait plus. Elle avait cessé d'en avoir besoin. Elle prit son sac et sortit de la voiture. L'air d'avril était frais et lumineux, cette fraîcheur particulière des matins de printemps qui sentent à la fois la fin de quelque chose et le commencement d'autre chose, sans qu'on puisse dire exactement où l'un finit et où l'autre commence. Elle traversa le trottoir, poussa la porte du cabinet, échangea un sourire avec la standardiste qui lui dit bonjour, madame la directrice, pour la première fois, avec une légèreté qui fit sourire Élise malgré elle. La journée passa avec la densité des premières fois. Réunions, dossiers, visages nouveaux à mémoriser, cette fatigue bonne et pleine de quelqu'un qui a travaillé avec tout ce qu'elle avait. À 19h, elle éteignit l'ordinateur, prit son manteau et descendit vers la rue. Julien l'attendait sur le trottoir. Ils avaient prévu de dîner ensemble. Rien de plus, rien de moins. Juste 2 personnes qui avaient décidé de se donner du temps, sans savoir encore très bien où ce temps allait les mener, et sans avoir besoin de le savoir tout de suite. Il était là, les mains dans les poches, le regard posé sur la rue, et quand il la vit, il leva les yeux et lui sourit de loin avec cette simplicité qu'elle avait appris à reconnaître en lui, cette façon d'être présent sans envahir, de regarder sans exiger. Elle leva la main. Ce geste-là, si petit, si ordinaire, avait une saveur qu'elle ne pouvait pas encore tout à fait nommer, mais qu'elle reconnaissait. Ce n'était pas le vertige du début des choses, ni la certitude tranquille de ce qui est établi. C'était quelque chose entre les deux, quelque chose de fragile et de réel, la texture exacte d'une vie qu'on choisit au lieu de la subir. Ils marchèrent vers le restaurant sans se presser. La ville autour d'eux était ordinaire et belle de cette façon ordinaire que les villes ont quand on se donne la peine de les regarder vraiment, les lumières qui s'allumaient aux fenêtres, les gens qui rentrèrent du travail, une odeur de pain chaud depuis une boulangerie encore ouverte. Élise marchait, et elle sentait le sol sous ses pieds d'une façon nette et réelle, ce sol-là, ce soir-là, cette vie-là. Elle pensait parfois encore à ce dîner, à la serviette repassée le matin, à la voix de Marc qui claquait dans la direction de la table. Elle y pensait sans douleur, sans amertume, avec la distance tranquille de quelqu'un qui a compris que les moments qui nous brisent ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Parfois, ce sont les moments qui nous rendent à nous-mêmes. Ce soir, elle avait faim. Elle avait froid. Elle avait quelqu'un à côté d'elle qui ne lui demandait rien qu'elle ne veuille pas donner. C'était suffisant. C'était même, d'une façon qu'elle n'aurait pas su expliquer il y a encore 6 mois, exactement ce dont elle avait besoin. Voilà. L'histoire d'Élise s'arrête ici. Pas sur un coup d'éclat. Sur une rue, un sourire échangé de loin, une femme qui marche et qui sent enfin le sol sous ses pieds. Ces histoires-là résonnent longtemps parce qu'on y reconnaît quelque chose. Une situation, un silence, une sensation qu'on a connue ou qu'on connaît encore. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'Élise a bien fait?
Est-ce qu'une partie de cette histoire vous a touché? Vos mots comptent autant que ceux de l'histoire. Et si ce récit vous a accompagné jusqu'ici, pensez à le partager avec quelqu'un qui en aurait peut-être besoin ce soir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.